Bonjour à tous. Bienvenue à cette dernière visio flash de l'année. Elle sera consacrée au quartier politique de la ville, quelle réalité aujourd'hui. Elle sera animée par Benjamin Coignet, directeur adjoint de Trajectoire Ressources. Avant de commencer, vous êtes une quarantaine d'inscrits. Suzanne, est-ce que tu peux passer la diapo suivante? Si vous souhaitez intervenir, vous avez deux manières d'intervenir, soit par le chat en bas, en posant votre question à travers ce chat, et sinon, vous pouvez également intervenir à l'oral, en levant la main, et dans ce cas-là, on ouvrira la caméra. Vous pourrez intervenir. Donc, à la fin, il y aura 3 parties dans cette intervention et vous pourrez intervenir à la fin de chaque partie et Benjamin marquera un temps, un peu de pause pour que vous puissiez vous poser vos questions. Donc, je pense avoir fait le tour. Alors, si juste avant de commencer, un bref sondage sur comment vous avez eu accès à l'information relative à cette visio flash. Je vous laisse répondre. On vous laisse encore quelques secondes. On va clore ce sondage pour que Rina puisse nous le commenter. Bon, eh bien, l'envoi et la transmission de bouche à oreille, le réseau fait bien son office, merci. Allez, eh bien, je passe la parole à Benjamin Coignet. Bien, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc merci à Suzanne, Rina et Stéphanie de m'avoir mobilisé il y a déjà quelques mois. Je crois même que c'était au début de l'année dernière, on a presque une année d'avance. Effectivement, moi je suis Benjamin Coignet, directeur adjoint de Trajectoire Ressources, qui est un centre ressources pour la politique de la ville en Bourgogne-Franche-Comté. Je reviendrai un petit peu après sur cet organisme et sur ce que l'on fait par rapport aux quartiers prioritaires et plus particulièrement par rapport à la politique de la ville. Voilà, du coup, j'ai effectivement préparé un petit exposé pour essayer de repérer comment nous sommes arrivés à avoir, alors en France et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, des poches de pauvreté spécifiques que l'on a réussi à rassembler dans une seule et même politique publique pour pouvoir intervenir dessus. Comment ça s'est fait? Quels ont été les choix qui ont été faits? Et puis, évidemment, je rentrerai aussi dans la particularité de ces quartiers, de ces zones, de ces territoires qui ont plein de noms, pour brosser à la fois des éléments un petit peu statistiques. Sans être un statisticien de formation, on utilise des statistiques pour comprendre un petit peu la composition et les problématiques des quartiers. Mais aussi, on terminera la présentation par le retour à la parole des habitants qui vivent dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils espèrent, voilà, qu'est-ce qu'ils projettent par rapport à ces lieux de vie très particuliers de notre territoire national, presque de notre République. Certains travaillent sur ce sujet-là. Voilà. Juste, Rina, on n'avait pas un deuxième petit sondage avant que j'attaque sur les présents, le profil des présents. Oui, tout à fait, voilà. Benjamin. Donc, il y a un petit sondage qui peut être déclenché, c'est ça? Alors, je ne sais plus trop comment ça se passe. Voilà, OK. Ouais, l'idée, c'était que je sache un petit peu, même si je ne vous vois pas et je ne sais pas combien vous êtes, mais savoir un petit peu quels sont les profils en face pour que je puisse aussi adapter éventuellement les apports. Donc, un petit sondage rapide. Encore quelques secondes. Je mets fin au sondage. OK, d'accord. Eh bien, très bien. Merci pour ce petit retour. Ça me permet d'avoir une petite vision des présences.
Ok, alors je vais vous partager un document, un petit PowerPoint qui permet de visualiser, d'avoir quelques images un petit peu de ces quartiers, mais aussi voilà, quelques éléments de contenu. Donc ce PowerPoint, en tout cas, je peux le mettre à disposition de chacun, l'envoyer. Enfin, le réseau pourra l'envoyer par la suite, il n'y a pas de problème. Alors, je partage. Voilà, je vais mettre en grand. Voilà. Et donc, effectivement, s'il y a des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas ou des remarques, hein, ce n'est pas forcément des questions, des apports, n'hésitez pas à l'inscrire dans le chat. Et moi, je ferai des pauses à un moment donné pour voir éventuellement traiter, quoi. Donc, quartier politique de la ville, quelle réalité aujourd'hui? Donc, comme je l'évoquais, on aura donc un premier temps, là, c'est de voir comment nous avons créé ces poches de pauvreté, puisque les quartiers prioritaires de la ville, finalement, ce sont des zones, des espaces clairement définis par l'administration, par le pouvoir politique également, comme étant des territoires, des micro-territoires qui font parfois quelques hectares, quelques kilomètres carrés, où se concentrent beaucoup de problématiques et qui nécessitent, où se concentrent des problèmes sociaux qui nécessitent une intervention spécifique. Alors, ces appellations, en fait, elles ont la manière dont on va nommer ces poches de pauvreté. Moi, je vais utiliser ça dans la discussion là. Mais en fait, ces poches ont eu des noms très très différents, hein. On a appelé ça les grands ensembles pendant un moment, des quartiers populaires, des quartiers prioritaires aujourd'hui, des zones, hein, on a appelé ça des zones urbaines sensibles, ZUP également. La ZUP, c'est quelque chose qu'on entend encore même chez la jeune génération. Pourtant, ça n'existe plus depuis plusieurs décennies, mais ça reste collé. Dans les années 80, on a appelé ça les quartiers de la relégation, les quartiers de la galère, les quartiers d'habitat social, années 2000. On a appelé ça des ghettos aussi, les sociologues, les anthropologues, aussi également le pouvoir politique peuvent utiliser des termes comme ça, de ghetto urbain ou de banlieue, etc. Donc en fait, on va accoler à une zone, à une surface au sol qui concentre des problématiques, bien, un qualificatif qui est souvent dégradé, dévalorisant, et qui va marquer à la fois les habitants qui y vivent. Hein. Certains habitants disent nous, on vit dans des zones de reconquête républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en dehors de la République. Donc, on a besoin d'être reconquéri par la République. Donc, voilà, ça interroge les habitants, les acteurs, etc. Donc, toutes ces appellations, eh bien, elles ont une construction historique, sans faire toute l'histoire de tout ça, mais quand même donner quelques éléments. On va remonter juste au modèle qui marque les esprits, même encore aujourd'hui, finalement. C'est un petit peu le modèle de Paris. La construction de Paris, qui, en 1860, ça remonte assez longtemps, assez loin, a posé le principe des 20 arrondissements. Et à partir du moment où on pense les 20 arrondissements de Paris, eh bien, on crée une banlieue. Cette banlieue, en fait, elle va être conçue et elle va être aménagée autour de Paris avec des fonctions particulières dès le départ. On va y mettre de la grande industrie, mais aussi on va y envoyer des fonctions que la ville, que le cœur de ville, que le centre-ville de Paris, les 20 arrondissements, peuvent rejeter. Même si à l'intérieur des 20 arrondissements, il y a des poches de pauvreté, comme le 18e arrondissement, etc. Mais malgré tout, de manière globale, eh bien, on va rejeter en dehors de cette ceinture eh bien, des fonctions que l'on ne veut pas voir, qui ont des fonctions support particulières à la ville, donc cimetières, hôpitaux, etc. Des entrepôts, voilà. Ce qui fait que se crée dès cette période déjà un premier stigmate, enfin ça n'a pas mis très longtemps, un premier stigmate pour les habitants, pour ceux qui vivent dans cette banlieue qu'on a appelée la banlieue noire. Alors la banlieue noire n'était pas liée à la couleur de peau d'origine des habitants, mais en fait à la saleté, liée aux entrepôts, à l'industrie, etc. Donc on a localisé pendant plusieurs décennies des grandes usines à l'extérieur de cette banlieue. Et puis après, il y a eu assez rapidement une désindustrialisation avec un affaissement, une perte de repères très brutale des fonctions que l'on attribue à la banlieue. Donc là, encore une fois, je fais référence à la banlieue parisienne.
Donc, ces territoires se sont organisés en lieu de vie, cette grande banlieue donc, qui accueillait des grandes industries. Malgré tout, il y avait les gens qui y vivaient. Et donc, on a continué à nommer, à donner un stigmate, une représentation de ces habitants qu'on a appelé les mal lotis dans les années 20. Pourquoi les mal lotis? Bien parce que c'était des zones pavillonnaires, alors pas les pavillons qu'on connaît des années 80, 70, 80, 90, de 1990, on est plutôt sur le début du siècle d'avant, et avec des pavillons qui ressemblent plus à des ghettos. Et en fait, on a immédiatement fixé comme ça une représentation. Donc, ces territoires, cette banlieue, donc là, on parle de la banlieue rouge. Alors, la banlieue rouge, elle se fait à Paris, elle se fait dans d'autres villes aussi. On peut penser autour de Lyon, dans d'autres grandes villes également. Mais en fait, on a des villes communistes qui émergent, qui s'organisent pour capter un petit peu un nouveau prolétariat dès les municipales de 1925. Avec un patriotisme municipal, local qui est très marqué et qui permet de créer un petit peu, là aussi, un second mythe. Après la banlieue noire, on a la ceinture rouge, la construction sociopolitique pendant de nombreuses années. Alors, excusez-moi, il faut que je m'assure que le branchement est bon de mon ordinateur, pour pas que ça plante. Voilà, donc on a cette banlieue assez particulière et qui va perdurer, qui va s'organiser politiquement, etc., jusqu'à son affaissement dans les années 70. Les années 1950, on a une France qui doit se réorganiser après la Seconde Guerre mondiale, et ce sont de nouveau ces banlieues, ces territoires particuliers qui vont être visés par la réorganisation. Donc, on a des bidonvilles qui se créent dans plusieurs villes du fait de l'arrivée de nombreux immigrants, la fin de l'empire colonial, etc. On a plusieurs vagues qui font que, on a des territoires qui se constituent, et on peut penser à la ville de Nanterre, par exemple. La ville de Nanterre, c'était la plus grande banlieue, le plus grand bidonville, de France. Avec des zones où on avait 10 000 travailleurs, donc des gens qui travaillaient dans les industries, dans les entreprises, mais qui, donc, étaient les mal logés. Donc, on a un peu le cri des années 50 pour restructurer ça. Donc, il y a la construction massive dans les années 50-60 d'un parc immobilier extrêmement fort. On va doubler quasiment le parc immobilier dans ces territoires en 20 ans. Passant de 12 millions de logements à 21 millions entre 56 et 75. La particularité de ces logements, c'est qu'on va y mettre des loyers modérés, permettant aux ouvriers de s'y installer. Ce parc immobilier est appréhendé et conçu vraiment comme une zone de modernité. C'est la fin des bidonvilles, c'est la disparition des bidonvilles, c'est l'eau chaude, c'est l'électricité, c'est un mode de vie ouvrier recomposé, réinventé. Mais également, immédiatement, puisque ça va très vite, on construit très, très, très vite, immédiatement la détection de problématiques de mode de vie, de cohabitation, d'inesthétique, des logements inesthétiques qui interrogent les fonctions de ces territoires. Donc, quelques images pour illustrer un petit peu ce qui s'est passé, comment on est passé de bidonville finalement à des zones extrêmement urbanisées, verticales. Donc là, par exemple, le quartier des Lochères à Sarcelles, où on a vraiment une enfilade comme ça de logements, de barres d'immeubles qui se ressemblent. Voilà, donc ça, c'est un peu plus loin de chez nous. On va se rapprocher donc à Planoise. À Planoise, on a cette configuration un petit peu différente avec un espace central du quartier de Planoise comme une zone de jeu, de regroupement, etc., qui a été conçue. Les Orchamps, toujours à Planoise. Donc là, on est sur des alignements de barres d'immeubles qui se ressemblent. Les Grésilles à Dijon, avec certaines barres qui sont restées pendant de très nombreuses années, qui se sont écroulées il n'y a pas très longtemps. Donc, ces grands ensembles. Alors, la particularité de ces grands ensembles qui a fonctionné pendant des décennies, ça a été d'avoir une mixité qui se mettait en place entre deux grands types de catégories, les populations rapatriées de la décolonisation, mais également les familles françaises issues du baby-boom. Donc, toutes ces
toute cette mixité s'appuyait sur une dynamique d'emploi qui n'était pas la problématique de départ, qui l'est devenue un petit peu après. Donc ces grands ensembles ont quand même été donc stigmatisés, je l'évoquais depuis des décennies, depuis la fin du 19e siècle. Ce zonage en fait, a incité à déclencher de la stigmatisation de la population. Donc, on a appelé ça les inadaptés sociaux. Ça, c'était une formule des années 70-80. Pardon. Donc, on sentait que là aussi, il y avait des problématiques sociales qui émergeaient, mais c'était un peu lointain, c'était discret, puisqu'il y avait un rapport à l'emploi qui a été très marqué. Et puis, eh bien, la stigmatisation aussi, elle date donc des zones à urbaniser, les fameuses ZUP, les habitants des ZUP, voilà, qui collent à la peau encore aujourd'hui à la population. Alors, la décennie 70-80 va faire complètement basculer le regard que l'on a porté à ces territoires. Donc, durant de nombreuses années, durant des décennies d'après-guerre, etc., c'était la modernité, c'était l'émergence d'un mode de vie, d'une sociabilité ouvrière, d'une manière de vivre ensemble, de la mixité, etc. Et puis va apparaître des préoccupations particulières sur ces quartiers. Alors déjà, début des années 70, on comprend qu'il faut stopper la machine de construction de ces équipements, de ces grandes tours, de ces grandes barres. Ça va trop vite. On a du mal à installer durablement tout un tas de fonctions à l'intérieur de ces espaces. Donc, une circulaire en 1973 qui dit stop à la construction et qui s'agrémente d'une nouvelle politique d'immigration avec le regroupement familial que beaucoup connaissent. Et à côté de ça, une incitation, une politique d'aide à la construction pour mettre fin aux derniers bidonvilles, aux dernières zones, pour dire les ouvriers, vous avez le droit d'avoir vos pavillons, l'accession à la propriété, et donc avec des politiques incitatives à la fin des années 70 pour créer pour que chacun puisse avoir son pavillon, etc. Donc, ce qui va se passer, c'est que la composition de ces territoires va de nouveau changer. Les ouvriers vont partir de ces zones, de ce zonage, de cette banlieue, de cette ZUP, zone à urbaniser en priorité, pour aller vers d'autres territoires, souvent en allant encore plus loin et construire leur pavillon, etc. Et puis, le communisme municipal va également, du fait du départ de ces ouvriers, du fait d'une recomposition, va s'effriter, va être déstabilisé. D'abord doucement, ça va doucement, la banlieue rouge a tenu très longtemps, et puis ça va s'accélérer pour quasiment disparaître aujourd'hui, pour être remise en question. Voilà, et puis l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, c'est l'arrivée, le temps des quartiers en difficulté, et là on va penser encore autre chose. Il y a un élément déclencheur qui va complètement recomposer la vision, et ça on est toujours sur cette image-là de 40 ans après, eh bien ce sont les émeutes urbaines. Première émeute urbaine en 81, qui vont se répéter à plusieurs reprises au début des années 90, en 2005, etc. Et qui s'appuie sur une mécanique un petit peu similaire, malgré l'espace dans le temps. Eh bien, c'est qu'on a un rapport de force entre des jeunes et les services de sécurité, avec à l'origine souvent un décès, une bavure, qui va déclencher donc une révolte. Et puis, ça part d'un quartier, ça dure un jour ou deux sur le même quartier, puis ça s'étend à plusieurs quartiers. Et la France France finalement une lecture de ces poches de pauvreté nouvelles, où on va voir une carte de la France en révolte à travers ces banlieues. Donc, on commence à se dire, mais en fait, tous ces quartiers ont des points communs et en fait sont également un problème, apportent en tout cas un lot de problèmes et sont un problème pour la gestion de la cohésion sociale, pour la cohésion sociale. Donc, je ne vais pas plus loin sur l'aspect historique. Ce qui compte, c'est vraiment le début des années 80. Et à partir de là, eh bien, la réaction politique ne va pas tarder, en fait, très rapidement. Il a fallu mettre en place une manière d'intervenir sur le problème des quartiers. Donc, on a appelé ça la politique de la ville. Donc, nous, aujourd'hui, on est centre ressources de la politique de la ville. Et donc, notre histoire, même si c'est plus récent, on n'a pas 40 ans d'existence,
eh bien, finalement, s'appuie sur cette mécanique des années 80. Alors, je vous présente rapidement en fait, comment en fait, on a décidé d'intervenir particulièrement sur ces zones, sur ces poches de pauvreté donc, urbaines. Eh bien, c'est ce qu'on appelle donc une politique de la ville, c'est une politique spécifique et additionnelle. Donc, globalement, pour la résumer, c'est une manière d'abonder des politiques de droit commun thématiques qui existent sur l'ensemble du territoire métropolitain. Mais cette manière d'intervenir, en fait, ça va nécessiter d'avoir des crédits un petit peu supplémentaires, des lignes budgétaires supplémentaires, mais surtout de mobiliser toutes les politiques de droit commun pour intervenir sur ces quartiers spécifiquement. Donc, on fait du sur-mesure, c'est de l'additionnel. Donc, c'est un petit peu particulier. Ce n'est pas comme ça partout dans tous les pays qui connaissent des poches de pauvreté. Si on pense aux favelas du Brésil, il n'y a pas de politique de la ville au Brésil, par exemple, on intervient différemment. Ça, c'est vraiment une construction française qui date des années 80. Donc là, la description de 2014, c'est bien ça, c'est une politique de la ville qui va tenter de répondre aux problèmes des quartiers en mobilisant les actions, le droit commun pour intervenir spécifiquement sur les quartiers. Donc, d'essayer de réparer les problèmes sociaux ou d'intervenir sur les problèmes sociaux qui se concentrent sur des poches particulières de pauvreté qu'on a appelées les quartiers, etc. Donc, l'idée de cette politique de la ville, elle est de définir une géographie prioritaire. Je reviendrai un petit peu après là-dessus. Donc, une géographie d'intervention publique très ciblée, très précise, à la rue près. Et ça, c'est un des fondements de la politique de la ville. Le deuxième fondement, c'est la transversalité, c'est-à-dire qu'on considère que pour intervenir sur l'ensemble des problématiques de ces quartiers, eh bien, on doit décloisonner les services, créer de la cohérence entre toutes les interventions, éviter l'empilement, la surenchère, éviter aussi les zones d'ombre. Alors, c'est le fameux trou dans la raquette, c'est une expression qu'on entend beaucoup dans notre secteur d'activité. Éviter les trous dans la raquette, c'est-à-dire à la fois des populations, des territoires, mais aussi des sujets qu'on n'aurait pas traités. Donc, ça va sur plein de thèmes, l'économie, la santé, le scolaire, l'urbanisme, la sécurité, etc. C'est une politique de la ville qui repose depuis 40 ans sur la méthode projet, c'est-à-dire qu'on passe de cycle en cycle pour voir si on a amélioré la situation des quartiers prioritaires. Nous terminerons l'année prochaine, fin 2023, mais on est en 2022, nous allons évaluer un cycle de plusieurs années, de 7 ans d'intervention, donc un projet de territoire qui dure 7 ans, qui va être évalué et qui peut-être donnera naissance à un autre territoire. Un autre projet de territoire. La politique de la ville, c'est également une place particulière accordée aux habitants. Donc là aussi, c'est lié à ces fondements. Dès les années 80, on s'est dit que pour tenter d'améliorer la situation de ces quartiers prioritaires, de ces zones, il faut que les habitants aient une place particulière, donnent leur avis, contribuent, participent à la réflexion, mise en œuvre de tout ce qui va se faire sur ces quartiers. Donc ça, c'est vraiment un des piliers également qui est précieux, qui n'est pas facile à mobiliser, à respecter, à mettre en œuvre, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Voilà à ce stade, avant de rentrer sur les statistiques d'aujourd'hui, la composition des quartiers, peut-être je peux peut-être voir s'il y a des discussions, enfin des questions, des remarques. Faire une mini pause. Si on n'a pas, j'enchaîne. N'hésitez pas à lever la main, on vous donnera la parole. Donc, une main levée. Voilà, donc Lionel, c'est à toi. Oui, vous m'entendez? Tout à fait. Oui, bonjour, donc Lionel Durand de la DRETS Bourgogne-Franche-Comté. J'avais juste besoin d'une petite précision sur quand vous évoquez que la politique de la ville telle que vous la présentez est une spécificité française. Vous avez pris l'exemple du Brésil. Comment ça si je peux juste avoir une précision sur comment du coup c'est envisagé dans un pays comme le Brésil, par exemple. Alors, j'ai pas de
de données très, très précises. Je peux juste dire une chose par rapport au Brésil, c'est que l'idée de discrimination positive, telle que nous, on l'accepte ici, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins, avoir une intervention spécifique sur les quartiers les plus pauvres, mettre plus d'argent sur les quartiers les plus pauvres, etc. De ce que je sais, c'est qu'au Brésil, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup moins accepté, assimilé, intégré. C'est-à-dire qu'on considère que les politiques de droit commun s'appliquent partout et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un effort particulier, une spécificité, hormis sur les questions de sécurité, il me semble. En fait, ce qui peut nous démarquer quand même, et là, ça nécessiterait d'avoir peut-être plus de données comparées, par exemple, avec les États-Unis ou avec le Québec ou d'autres territoires comme ça, qui ont aussi des poches de pauvreté. C'est vraiment ce rapport à la discrimination positive qui peut donner une particularité française et qui n'a jamais été remis en question depuis 40 ans, en fait, qu'on soit de droite ou de gauche ou du centre. Tous les gouvernements ne remettent pas en question la discrimination positive. D'accord, merci. C'est particulier. Voilà. Je continue. Suzanne, Rina, qu'est-ce que… Oui, tout à fait. OK. Alors, je continue pour arriver à finalement une petite lecture un peu plus fine de ces poches de pauvreté, de ce zonage d'intervention politique pour essayer de comprendre, en fait, pour visualiser à travers différents thèmes qu'est-ce qu'on peut définir, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce zonage. Alors, en fait, on a une appellation qui a duré pas mal de temps et qui est encore dans les esprits, c'est qu'on a appelé ça pendant plusieurs années, donc les zones urbaines sensibles, les fameuses ZUS. Donc, pour montrer un petit peu la manière dont c'est défini. Donc, les zones, je vous ai mis la définition. Donc, ce sont la présence, on définissait une zone urbaine sensible à travers la présence de ces grands ensembles ou la concentration d'habitat social plutôt dégradé, où on observait un déséquilibre entre l'habitat et l'emploi. Donc, en fait, la variable de l'emploi, du taux de chômage, permettait de définir en France les zones urbaines sensibles. Pas que ça, mais en tout cas, c'était un des critères importants. Donc, il y avait 751 zones urbaines sensibles en France, qui représentaient un petit peu moins de 4 millions d'habitants. À l'intérieur de ces US, on a défini les zones de redynamisation urbaine. Voilà. Donc, là aussi, on regarde le taux de chômage, on regarde le taux de diplôme, on regarde tout un tas de facteurs. Et en fait, ça permettait à l'intérieur de ces US de définir des zones de redynamisation urbaine qui permettaient aux entreprises de bénéficier, lorsqu'elles venaient s'installer, d'exonérations incitatives, fiscales incitatives, sur 5 ans. Voilà. Donc là, on a identifié 435 zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine. Pardon. Et puis, il y a les zones franches qui sont aussi une autre déclinaison et qui permettaient, là aussi, d'intervenir sur la redynamisation, l'incitation, en fait, l'attractivité, de redonner une attractivité en termes d'emploi, en termes de création d'entreprises, d'activité économique à l'intérieur de ces territoires. Donc là, je vous ai juste mis un exemple d'emboîtement qui permet en fait d'identifier des thématiques au-delà de la zone urbaine sensible de 87. En fait, à l'intérieur, il y avait plein de zonages. On aurait pu faire ça avec la zone d'éducation prioritaire pour l'éducation, etc. Bref, il y a plein de zones à l'intérieur des zones. Donc, ça devient très complexe et il y a un effet d'emboîtement comme ça qui se met en place pour identifier les problèmes. Donc là, aujourd'hui, on a les QPV, quartiers de la politique de la ville. Donc, il y en a 1500. Voilà, contre 2500 zones urbaines sensibles. Le critère de découpage, d'identification, c'est le revenu des habitants, la comparaison du revenu par rapport aux revenus médians de référence. Donc, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas tout à fait la manière de définir le périmètre de la zone. Ce qui est très particulier depuis 2014, en fait. 2014, c'est la dernière vague de redéfinition des poches de pauvreté urbaine qui nécessitent une intervention politique particulière. Donc, depuis 2014, on a quelques particularités
puisque on a évidemment des zones dans les banlieues, dans les grandes banlieues, tout ce que j'évoquais au début, ça reste évidemment. Mais aussi, on a des villes moyennes qui ont des micro-zones, des territoires, parfois des quartiers. Alors, normalement, c'est autour de 1000 habitants le critère de définition d'un QPV, mais parfois, on a en dessous de 1000 habitants parce qu'il y avait une tolérance, parce qu'il y a des problématiques particulières. Donc, on a vraiment des petites zones. On a également des centres anciens dégradés. Alors ça, c'était avant les QPV, mais on retrouve dans des centres-villes des zones particulières qui sont situées. Et puis des communes périurbaines également qui peuvent disposer de quartiers prioritaires de la ville. Donc, ce qui nous fait finalement, on s'éloigne un petit peu de l'image de la grande banlieue extrêmement densément peuplée, très vaste, très complexe. On a également des toutes petites zones et je vais vous montrer justement une carte de la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc là, c'est en Bourgogne-Franche-Comté, voilà où on a des zones. Donc, ça reste des villes petites, des villes moyennes ou des agglos, voire des métropoles. Évidemment, on a toute cette typologie et c'est assez particulier. C'est assez particulier puisque on ne peut pas tellement comparer la manière dont la composition, les problématiques, la dynamique de traitement de la pauvreté en fonction de toute cette ville. Forcément, on va imaginer des différences entre la métropole dijonnaise et puis une ville comme Sens, Migène, etc. Ou si on prend l'exemple de Joigny, pour rester dans Lyon, Joigny, le quartier est petit, ou Migène, ça fait moins de, je crois que c'est 1000 habitants. Et en fait, c'est immédiatement connecté à une activité agricole tout autour, etc. Donc, ça n'a évidemment rien à voir avec d'autres quartiers, on va dire, historiques de la politique de la ville. Certains sont rentrés dans la politique de la ville, ont défini des zones que depuis quelques années. Voilà. Donc, à noter particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, c'est le secteur du Pays de Montbéliard agglomération, avec beaucoup de villes qui ont des quartiers prioritaires, qui ont des zones d'intervention spécifiques. Historiquement, nous, Trajectoire Ressources, on est positionné à Montbéliard, le siège social, le centre de ressources a été créé à Montbéliard, du fait de cette densité et d'une prise en compte de la politique de la ville particulière à l'origine, il y a à peu près 15 ans, sur ce territoire. Donc, voilà un petit peu la carte. Donc, il n'y a pas tellement de zones qui échappent. Tous les départements connaissent une politique de la ville qui se met en place. Alors, pour continuer à présenter un peu ces quartiers, maintenant plusieurs thèmes pour illustrer la particularité, plusieurs thèmes. Sur la dimension un peu physique de ces territoires. Donc là, on voit qu'il y a des quartiers de centre-ville, des quartiers qui sont à côté d'une zone rurale, d'une banlieue, etc. Mais ce qu'on peut voir globalement, c'est qu'on a une très grande proportion en France de QPV, de quartiers qui sont coupés par une coupure linéaire, que ce soit une route, que ce soit une autoroute, une nationale, etc., voire un cours d'eau, pourquoi pas. Dans certaines zones en France, c'est la mer. Moi, durant mon doctorat, j'ai étudié des quartiers dans le nord de la France, à Calais, à Boulogne-sur-Mer. À un moment donné, le quartier prioritaire s'arrête parce qu'il y a la mer, mais il y a toute une zone comme ça qui est définie. Voilà, alors à caractéristiques similaires, les habitants des QPV finalement se déplacent comment? C'est une question de la mobilité, du fait d'être coupés géographiquement ou une coupure linéaire très forte. Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que le nombre de sorties par jour des habitants dans leur quartier, dans leur lieu de vie ou à l'extérieur est à peu près le même que sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais avec deux particularités, c'est que ça dure moins longtemps. Les déplacements quotidiens durent moins longtemps, il y a un retour à la maison plus rapide, et qu'il y a des distances qui sont un petit peu moins longues parcourues par habitant, contrairement à d'autres habitants dans d'autres zones. Donc, on a un rapport à la mobilité particulière. On a un effort qui est mis depuis une quinzaine d'années pour proposer les services publics de transport, les transports publics, lors des rénovations urbaines, que ce soit les trams, les réseaux de bus, etc. Mais il y a toujours quand même des particularités dans la manière de se déplacer dans ces quartiers.
L'emploi, alors l'emploi, ça a été un des critères de définition même de ces zones, c'est-à-dire des zones qui concentraient une forte proportion de taux de chômage et pouvaient être définies comme des zones d'intervention prioritaire. Là, pour vous donner quelques chiffres de 2019, puisque 2020 et 2021, on a... mais ça risque d'être c'est retravaillé en ce moment. Voilà, si on prend le taux de chômage dans les QPV, on est autour de 22% en moyenne, contrairement à un petit peu moins de 9% sur l'ensemble du territoire métropolitain et dom-tom compris. Donc voilà, on est sur plus du double d'un taux de chômage. On a des quartiers, si on prend par exemple Roubaix, où on frôle les 40% de taux de chômage. Et puis des QPV où le taux de chômage est inférieur à 20%, à 15%, etc. Mais globalement, on est sur une moyenne de à peu près 20%. Voilà. Pour les jeunes, on est autour de 30%. Pour ceux qui ont des diplômes inférieurs au CAP, EBEP, la même chose. Et pour les descendants d'immigrés, autour de 30% également dans les quartiers. Voilà. Donc, on a des chiffres comme ça qui nous permettent d'imaginer cette réalité. Et puis, je vous ai mis aussi la part de intérim, CDD, etc. Alors, je voulais faire un clin d'œil à un travail très intéressant, très fin. Excusez-moi, l'image est peut-être un tout petit peu floue, mais qui a été fait par l'agence d'urbanisme du Pays de Montbéliard Agglomération, qui a sorti un atlas des quartiers sur le Pays de Montbéliard Agglomération il y a quelques jours, quelques semaines, qui est disponible, qui est téléchargeable, je vous ai mis le lien, et qui, là aussi, a cartographié en fait, énormément de thématiques pour voir la particularité de ces zones. Donc, c'est très riche. Je ne vais pas tout développer, mais on a énormément d'informations. Et là, notamment sur le taux de chômage, donc des jeunes des 15-24 ans, pour voir un petit peu les particularités. Donc, si on voit Montbéliard-la-Petite-Hollande, eh bien, on est le zonage est défini, puis on a du rouge foncé pour 50% ou plus sur certaines catégories, etc. Donc, c'était un petit clin d'œil à ce travail parce que c'est aussi des partenaires de notre travail aussi sur Pays de Montbéliard Agglomération, et ils ont fait vraiment un super boulot, et d'autres agences d'urbanisme peuvent produire ça, que ce soit à Dijon, à Besançon, etc., produisent également des cartes où peuvent le faire. Donc ça peut aussi aider à la compréhension, à l'objectivation, en tout cas statistique et géographique. Voilà, sur l'éducation, quelques chiffres également. Alors, la particularité de l'éducation, c'est qu'il y a un zonage particulier à l'intérieur des quartiers également, qu'on appelle le réseau REP ou REP+, qui parfois dépasse un petit peu le quartier prioritaire de la ville. Ça englobe d'autres choses, mais qui en gros définit une intervention spécifique pour l'éducation nationale. Donc, si on regarde la part des élèves en retard en 6e, et là aussi, on a des taux un petit peu supérieurs. Le lycée professionnel, part des lycéens en première professionnelle, voilà, on est à 47% contre 27%. Voilà, donc tout un tas de chiffres que je ne commande pas trop, mais qui donnent une particularité de la thématique de l'éducation sur ces quartiers. Sur la sécurité, il y a des a priori, les chiffres aussi sont importants à analyser. Ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un trafic de stupéfiants qui est évidemment beaucoup plus développé. Donc ça, on a une représentation de ce sujet-là qui correspond à une réalité statistique. Concrètement, voilà, on est à peu près à 224% supplémentaires à ce qui se fait dans les territoires. Les violences dans le reste du territoire. Violences physiques intrafamiliales, très important. Et le sentiment d'insécurité qui est 2 fois plus élevé également. Donc la peur, l'angoisse, l'appréhension des habitants est beaucoup plus élevé que dans d'autres quartiers. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dans ces quartiers prioritaires de la ville, il y a des indicateurs qui sont inférieurs, enfin des chiffres, des statistiques qui montrent que parfois on voit moins d'éléments liés à la sécurité que dans d'autres territoires, comme le cambriolage ou les vols non violents, qui sont plus présents dans d'autres poches du territoire que sur le site, voilà, que sur les quartiers prioritaires. Alors, également la discrimination, le rapport à la discrimination, donc là, le sentiment d'être discriminé ou le fait objectivement d'avoir subi une discrimination ces dernières années. Donc, il y a une enquête qui date de 2008, Trajectoire et Origine,
qui a fait un zoom sur les zones urbaines sensibles de l'époque. Voilà, donc les quartiers prioritaires. Et en fait, on interrogeait les habitants de 18 à 50 ans vivant en France métropolitaine. Et puis qui, en leur demandant, avez-vous subi une discrimination liée à votre âge, à votre sexe, etc. Donc, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a des taux relativement similaires par rapport à différents critères de discriminants. En revanche, ce qui explose, c'est la couleur de peau, l'origine, la nationalité et la discrimination territoriale, en gros, le fait d'habiter dans ce territoire, voilà, qui est beaucoup plus important. Éventuellement aussi l'accent, la religion, voilà, quelques critères comme ça qui marquent une particularité dans le sentiment et la discrimination, le fait d'avoir été discriminé. Alors, les sources, là, il y avait une question dans le chat. Quelles sont les sources des données sur la sécurité? Eh bien là, oui, je ne l'ai pas dit, merci pour la question. Tout ce que je vous présente là est issu de l'Observatoire national de la politique de la ville, l'ONPV, qui produit chaque année un rapport thématique sur les modes de vie, sur tout un tas de sujets autour des quartiers prioritaires. Donc ça, c'est vraiment une banque de données statistiques extrêmement intéressante, puissante, qui croise des données issues de plein de secteurs, mais qui va créer aussi leurs propres enquêtes. Voilà. Donc là, tout ce que je vous présente, bon là, c'est l'enquête trajectoire et origine, ce n'est pas le NPV, mais on peut retrouver tous ces éléments sur cette plateforme. On peut télécharger les rapports, etc. Donc, au niveau des jeunes, je l'ai un petit peu dit, 40% des jeunes ont moins de 25 ans, ce qui fait qu'on a des populations, on a une composition sociodémographique dans ces quartiers qui est très jeune. Hein, voilà, on a vraiment des très, très jeunes, plus jeunes que sur le reste du territoire, mais on a une problématique du vieillissement qui commence à émerger. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui est pour nous une forme de partenaire principal dans la définition de nos missions et qui nous labellise, nous, centre de ressources, nous incite dès l'année prochaine à travailler, à investir la question du vieillissement des quartiers, puisque c'est un des éléments qu'on observe et qu'on n'a pas encore beaucoup pris en compte. Donc, voilà, pour vous montrer là aussi la source ONPV, donc Observatoire national de la politique de la ville de 2018, sur le taux de chômage par rapport à la jeunesse, par rapport à l'âge. Eh bien voilà, ça va du simple au double globalement pour les jeunes et un peu plus que du double d'ailleurs. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer que les jeunes de quartier sont plus touchés par le chômage que les jeunes d'autres territoires. Alors, je continue. Voilà pour les statistiques. Est-ce que je m'arrêterai là parce qu'il y a énormément de choses. On pourrait prendre la santé, on pourrait prendre vraiment énormément de sujets. Mais bon, l'idée, ce n'est pas de refaire tout l'observatoire de la politique de la ville et des statistiques. Je voulais terminer le propos par le regard qualitatif des habitants. Mais est-ce qu'il y a peut-être des questions ou des réactions sur ces éléments statistiques? C'est très complet, en tout cas. Moi, j'ai posé ma question sur la source, mais là, tu peux continuer peut-être. Je continue? OK. Alors, il me reste quelques diapos qui sont issus d'un rapport dont on a contribué, nous, Centre de ressources, qui a été réalisé avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France. Donc c'est le 5e rapport, ça existe depuis une dizaine d'années, qui vise en fait à aller tendre le micro aux habitants des quartiers prioritaires pour dire qu'en pensez-vous de vos quartiers, qu'avez-vous à dire sur le mode de vie, sur qu'est-ce que vous analysez, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire, quelles sont vos propositions. Voilà, on avait plein de questions comme ça. Donc là, je vous fais une petite synthèse, mais vraiment très rapide, d'un rapport qui a été publié il y a quelques semaines. Et qui a été réalisé durant l'année 2020, donc l'année de la crise sanitaire, du confinement, etc. Et qui donne un petit peu quelques éclairages. Donc, je vous balaye quelques grandes conclusions pour savoir ce que disent les habitants. Voilà. Donc, ça représentait 22 centres sociaux, 250 habitants qui ont été mobilisés dans différents territoires.
J'avance un petit peu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on prend le temps d'écouter les habitants qui y vivent, donc on a une typologie d'habitants très variée, hein, donc je disais plutôt jeunes, mais vieillissantes. On a des populations qui sont beaucoup plus au chômage, une population ouvrière également importante, etc. Et quand on leur tend le micro, ben, en fait, on voit qu'ils ont une manière de parler de leur vie, de parler de ce qu'ils sont, qui va un petit peu à rebours ou qui tranche un petit peu avec tous les stigmates qu'ils peuvent subir et que l'on peut donner à ces territoires et à ces populations. En gros, ces quartiers, alors le titre du rapport, c'était « Des habitants comme les autres, on vit là normalement, enfin presque ». C'est un espèce de cri un appel très fort à la reconnaissance d'une forme de citoyenneté normale, d'être considérés comme des habitants comme les autres, de ne pas être pris finalement pour une menace ou pour un problème ou pour un lieu de séparatisme, de danger pour la société. Voilà, donc ça, c'était vraiment très marqué, il rejette ça. Alors, d'abord, ils parlent de la manière dont ils ont vécu, pour illustrer tout ça, les habitants disent, nous, on a vécu la pandémie comme tout le monde. On a vécu la pandémie comme tout le monde. On a vécu les problématiques de cohabitation que l'on n'a pas découvert pendant la crise sanitaire. Hein, les problèmes de surpeuplement de nos logements, c'est bien connu, on sait faire, on vit avec. C'est difficile depuis des années. Et il a fallu qu'on s'adapte. Donc, on a fait comme on a pu. On a vécu à l'intérieur des logements comme on a pu. Ça n'a pas toujours été tout rose, mais ça n'a pas toujours été tout noir. Ça nous a permis de nous poser des questions sur comment on vit, sur c'est quoi les priorités, sur les règles de vie en collectivité, puisqu'il a fallu qu'on repense aussi notre système. Ça nous a raccrochés à l'école, au service public. Bref, finalement, ce que chacun a pu vivre avec ses particularités sur l'ensemble du territoire, et bien finalement, nous, dans les quartiers, on a vécu un peu la même chose, avec la particularité, c'est qu'on était beaucoup plus nombreux et qu'on avait des problèmes sociaux et qui étaient toujours là, et des problématiques de cohabitation, etc. Mais globalement, on ne s'est pas senti si différent que ça durant cette crise. Durant cette année d'enquête également, il y a eu un regard particulier qui a été porté sur l'espace public. Les habitants disent quoi ? Ils disent qu'ils soient adultes, seniors, adolescents, etc. D'abord, ils en ont marre du vacarme, ils en ont marre de subir au quotidien tout un tas de problèmes qui viennent de l'espace public, de la musique trop forte, du chahut dans les cages d'escalier, du tapage nocturne, de la circulation automobile, le crissement des trains également pour ceux qui vivent à proximité des gares, etc. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça dure, malgré la rénovation urbaine, malgré la recomposition des quartiers, ces problèmes de vacarme, de bruit, de pollution sonore existent. Mais en même temps, ils nous disent, ces habitants, que le fait d'avoir été privés de ce bruit pendant la crise sanitaire, pendant les confinements, ou pendant les périodes de restrictions liées aux activités dans l'espace public, les fêtes, etc., ils disent, mais en même temps, nous, ça ne nous convient pas non plus, quoi. On aime bien ce bruit, cette agitation nous raccroche à un fonctionnement de société, à une vie en société qui est aussi important. Donc, cet espace public, on le veut animé, on veut du mobilier urbain qui soit propre, respecté, on veut des zones de verdure qui soient nettoyées, on veut pouvoir s'arrêter, on veut pouvoir circuler. En fait, on a pris conscience que cet espace public, il était important, il était sacré et il faut le préserver, le protéger. Ça, c'était vraiment un des cris importants de ces habitants. Se pose la question également dans ce rapport de finalement la fracture, la tension qui existe entre nous, habitants, qui vivons dans ces zones, dans ces poches de pauvreté, et le « il » et le « eux », les décideurs, ceux qui sont là, qui vont agir pour le mode de vie de ces quartiers. Donc, ils sont ambivalents, ils montrent une certaine tension entre un « eux » et un « nous ». Alors, le « eux », c'est qui ? C'est le pouvoir, déjà le plan économique, c'est la macroéconomie, c'est tous ceux, ce sont les bailleurs également, ce sont les élus locaux, les politiciens, c'est le système scolaire.
Donc, ça met à distance finalement eh bien, tout un pan de la vie institutionnelle et des services publics dont les habitants se disent mais il y a une distance, on n'est pas d'accord, on ne se reconnaît pas entre nous et eux. Mais le nous n'est pas homogène totalement non plus. Le nous est composé de différents habitants et pas clair. En tout cas, les habitants nous disent entre le il et le nous, il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on se comprenne plus. Il faut qu'on invente tout un tas de manières de travailler ensemble. On en a marre de cette tension et de cette fracture, hein, le terme de 1995 de Jacques Chirac sur la fracture sociale. Ils disent cette fracture existe toujours, mais nous ne voulons pas être uniquement les seuls responsables du séparatisme. Hein. Il y a la loi sur le séparatisme. Ce séparatisme, on peut l'éviter si nous sommes capables de travailler plus ensemble sur l'avenir de ces quartiers où les habitants sont plus reconsidérés, etc. La détransition, la transition démocratique où la voix des habitants est considérée autrement, n'est pas uniquement là que pour des périodes électorales hein, qui ont vécu en 2020. En 2020, c'était très marqué lié aux périodes, aux campagnes électorales. Dire nous, notre parole, il faut qu'elle compte beaucoup plus, qu'elle soit plus à l'écoute. On veut transiter vers des modes de vie, vers de nouveaux modes de vie. Donc, on veut des quartiers qui soient plus, on va dire, des quartiers qui se rapprochent des vies de village. Voilà, excusez-moi, je cherchais le terme. Une vie de village dans le quartier. On veut de la proximité entre les services publics et nous, entre les marchés. Il y a un appel au marché, réintroduire des marchés dans les quartiers qui ont parfois disparu ou qui sont pas assez fréquents. Réintroduire donc des espaces verts, réintroduire des friches, laisser les friches naturelles se développer. Alors ça va à l'encontre aussi de ce qui a été fait depuis de très nombreuses années où il fallait faire disparaître les friches parce qu'on pensait que c'était des zones d'insécurité et ça l'est, mais en tout cas les habitants disent on a besoin de friches, on a besoin d'espaces verts, on a besoin de se reconnecter à l'extérieur de la ville. Donc bref, on veut une vie de village en proximité dans ces territoires. Pour ça, eh bien, on a besoin de réinventer la manière de travailler avec les décideurs entre ils et nous pour décider ensemble, inventer des projets de vie, des projets de territoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça a été redit, ça a été dit plusieurs fois. Et dernier point, et puis après j'arrêterai là ma présentation, c'est de dire que ces habitants, finalement, ils attendent que pour transiter vers de nouveaux modes de vie, faire pourquoi pas la transition écologique, eh bien, il y a besoin d'espaces, d'acteurs, d'organismes intermédiaires entre les décideurs et nous, entre le eux et le nous, pour discuter, pour dialoguer. Alors, ça peut être les centres sociaux, mais d'autres formules qui sont à réinventer. Voilà. Et donc, il y a un vrai appel par rapport à ça sur les critiques. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de balayer plein de thèmes. C'est peut-être un peu dense, un peu éparpillé, mais on peut maintenant échanger, quoi. Voilà. Merci Benjamin. Alors, on est bientôt proche de la fin, donc il y a des questions, elles peuvent venir. Je vais t'en poser une en attendant. Est-ce que on observe une évolution de la composition sociale des quartiers depuis les programmes de rénovation urbaine ou pas? Alors, déjà dire qu'effectivement, il y a eu plusieurs vagues de rénovation urbaine. En ce moment, on en vit une avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine. C'est la deuxième de l'agence, qui vise à démolir des grands ensembles pour reconstruire des immeubles plus petits, plus intégrés au reste de la ville, plus intégrés à la nature, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des habitants qui habitaient ces grands ensembles qui ont été relogés, qui ont parfois été relogés dans le quartier, mais qui ont parfois changé de quartier et qui ont été relogés autre part. Alors, par rapport à ta question, à ce stade, on n'a pas de données
On en a besoin pourtant, mais on n'en a pas. On aimerait bien en avoir, on attend. On a des hypothèses. On a quelques hypothèses. Quelques hypothèses, c'est que on n'a pas complètement réussi à créer une nouvelle mixité sociale dans les quartiers, dans les nouveaux quartiers les quartiers qui ont été réhabilités, rénovés, etc. On n'a pas de changement radical. Pourquoi ? Parce que, en fait, les habitants sont revenus. La plupart ont tenté de revenir. Les bailleurs sociaux ont relogé des populations plutôt pauvres dans ces quartiers. Or, l'idée était d'introduire une classe moyenne pour créer de la mixité. Une hypothèse, il y avait quelques chercheurs, quelques sociologues et urbanistes et démographes. L'idée, c'est de dire que ça n'a pas été complètement pris en compte. Mais ça, on verra. Peut-être qu'on se trompera, mais en tout cas, on n'a pas de données très précises sur la composition. Et deuxième élément par rapport à cette question, c'est qu'on fait l'hypothèse aussi que les quartiers ont quand même changé en créant de l'interquartier ou d'autres poches de pauvreté dans d'autres espaces de la ville. Donc, je m'explique. En gros, les habitants qui ont été relogés, certains sont revenus dans le quartier de départ, d'autres sont restés. Et les bailleurs sociaux ont pu également investir, acquérir de nouveaux espaces et créer finalement, on repositionnait des populations qui avaient besoin de logements sociaux. Et ce qu'on a pu voir, et on le voit même à Besançon, dans d'autres quartiers, que des quartiers qui n'étaient pas en politique de la ville vont le devenir ou risquent de le devenir du fait de ce relogement, mais sur des plus petites zones. Donc, il y a un mouvement qui est en cours, qui est difficile à appréhender, mais dont on peut faire ces deux hypothèses-là. Les documents qui ont été diffusés par Benjamin seront disponibles sur le site du ROS, ainsi que tous les événements de cette année. Merci à tous. Au revoir.